l'idée de cette deuxième session, c'était de quitter un peu la connaissance pure et d'aller essayer d'aller approcher un peu la gestion. En gros, que faire avec des inventaires de pollinisateurs, comment sur un espace naturel éviter la compétition entre les abeilles sauvages et les autres pollinisateurs et Apis mellifera d'un autre côté. Est-ce qu'on a la capacité d'évaluer la contribution pollinisatrice des milieux naturels et des réserves? Peut-on garantir une capacité d'accueil suffisante en termes de ressources florales et de ressources de nidification? Peut-on essayer d'élaborer un indicateur d'état de conservation des communautés de pollinisateurs? Voilà, autant de questions qui concernent plus directement la gestion, dont il est encore difficile, auquel il est encore difficile de répondre en parlant vraiment de gestion concrète. Mais tout l'enjeu voilà, de cette seconde session, c'était d'essayer de vous apporter des éléments de réponse voilà, à tout ce genre de questions. Avant de rentrer un peu plus en détail dans le programme de cette seconde session, je voulais vous dire que donc on avait prévu d'organiser une troisième session de mise en pratique en mars, la première semaine de mars, et donc voilà, vu les conditions sanitaires, c'est évidemment repoussé, ce sera peut-être modifié, voilà, on ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais en tout cas, il n'y aura rien en mars, on ne pourra pas se retrouver physiquement en mars. Alors, pour vous présenter cette matinée, je vais prendre le temps de le faire puisque, comme vous avez pu voir dans le mail qu'on vous a envoyé il y a quelques jours, en fait, c'est une version c'est pas la version définitive du programme qu'on vous a envoyé, donc il y avait encore il y a des interventions qui n'y figurent pas. Donc on commencera par une intervention de Serge Gadoum de l'OPI sur on va dire, sur le plan national d'action France Terre de pollinisateurs, sur ce deuxième volet. Il y aura une intervention de Cédric Van Appelgem du Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France sur les retombées du programme SAPOL dans la gestion des espaces naturels protégés. Puis j'essaierai de vous présenter le programme Hyménoptère pollinisateur voilà, de 9 réserves naturelles avec la recherche d'indicateurs d'état de conservation des communautés d'abeilles. Ensuite, on parlera un petit peu plus de plantes, ce qu'on n'a pas trop fait pour l'instant. Donc, il y aura une présentation sur le réseau plantes pollinisateurs, du fondamental à l'appliqué. Donc, présentation qui sera faite par Colin Fontaine du CNRS MNHN et Mathieu Deflore de l'OPI. Et après ça, on fera une petite pause. Et donc, on reprendra en deuxième partie de matinée avec deux interventions donc de Fabrice Requier de l'Université Paris-Saclay et Pascal Cavalin du Conservatoire du Littoral. Deux interventions qui porteront sur le risque de compétition entre les pollinisateurs sauvages et les cheptels apicoles. Et puis, pour finir, deux autres interventions. Une première intervention, là, vraiment, on voulait vous proposer des actions concrètes, mais vraiment très, très, très concrètes. Donc là, on aura un retour d'expérience du PNR des causes du Quercy avec Anaïs Allen. Et puis, pour finir, Tiffaine Pédron nous présentera le programme pollinisateur du Parc national des Cévennes. Voilà, donc vous voyez que c'est une matinée qui est assez riche. Ce sera dense, et donc pour tenir le rythme comme à la session 1, j'utiliserai une petite clochette. Donc là, c'est une petite clochette tibétaine que je ferai sonner
quand il ne restera plus que 5 minutes de temps de parole pour les intervenants. Et puis, si je vois que vraiment c'est difficile de tenir les temps, je remettrai un petit coup de clochette quand il restera plus qu'une minute. Deuxième point technique, vous avez vu que sur le chat, donc à la session 1, on utilise le chat donc, pour vous diffuser des informations en lien avec les interventions. Donc, on fera la même chose. N'hésitez pas à partager aussi si vous avez des informations voilà, ou des réactions. Vous pourrez utiliser le chat également pour poser des questions. Et puis, voilà, si vous avez des envies de formation ou des choses, voilà, ou des questionnements, vous pouvez également l'utiliser. On va également mettre sur le chat l'enquête pollinisateur des aires protégées, donc enquête réalisée par le GDR Pollineco, et puis je crois l'université Marseille-Aix, Aix-en-Provence, donc une enquête destinée aux gestionnaires d'espaces protégés. On a déjà eu 20 réponses de réserve naturelle nationale et 8 réponses de réserve naturelle régionale. Donc, c'est déjà bien. Mais si, voilà, si certains, pouvaient, voilà, si certains étaient intéressés pour répondre, ce serait bien qu'on puisse avoir encore d'autres réponses. Et voilà, je voulais finir en vous disant qu'on va enregistrer cette matinée et que, comme pour la session 1, les interventions seront mises à disposition sur le site d'RNF. Et donc, je laisse la main maintenant à Dominique Langlois, donc de la réserve naturelle du Ravin de Valbois, qui nous accompagnera tout au long de cette matinée, voilà, comme lors de la première session. Donc, merci Dominique, je te laisse la parole. Merci Adrien. Donc, bienvenue à tous. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, je vais appeler Serge Gadoum là, de l'OPI. Serge, tu peux partager ton écran, ouvrir ton micro. Oui. Donc, toi, tu ouvres la danse un petit peu ce matin. C'est qu'on a choisi de commencer par le plan national d'action France Terre de pollinisateurs. Donc, ça permettait de balayer un peu la problématique de ce matin. Donc, à l'OPI, hein, vous avez été animateur du premier PNA 2016-2020, vous travaillez à l'élaboration du suivant. Donc voilà, tu vas nous présenter ces PNA et notamment la déclinaison dans les espaces naturels protégés. Donc Serge, si tu es prêt, je te laisse la main. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, ça marche. Ok. C'est parti. Donc bonjour à tout le monde. Je vais vous parler de connaissance et de gestion dans les espaces naturels protégés et qu'est-ce que le plan national d'action France Terre de pollinisateurs attend de ces espaces. Rappelez le nom complet du plan national d'action. Donc c'est France Terre de pollinisateurs pour la préservation des abeilles et des insectes pollinisateurs sauvages. Donc ça concerne vraiment l'ensemble des insectes pollinisateurs. Rappelez aussi que le plan a été établi pour durer 5 ans, de 2016 à 2020, qu'il est prolongé là jusqu'à ce qu'il y ait une suite qui arrive, donc a priori jusqu'à fin de 2021, en espérant même que ce soit plus rapide. Parmi les 20 actions du PNA, je vais commencer par la... Par contre, je vais réduire... Voilà. Parmi les 20 actions que contient ce plan, je vais commencer par la dernière, parce qu'en fait, elle concerne plus directement les espaces naturels protégés. Il s'agit d'intégrer la préservation des pollinisateurs sauvages dans la gestion des espaces naturels protégés, les domaines de l'État et les collectivités territoriales. Donc, l'objectif à moyen terme est que chaque espace naturel protégé ait synthétisé les connaissances, identifier les lacunes et intégrer les enjeux de conservation en termes de milieu, de fonctionnalité et d'espèces dans son plan de gestion. Donc, un gros boulot. Alors, ce plan national d'action est organisé classiquement en 3 axes. Le premier concerne la connaissance. Donc, il s'agit d'objectiver le déclin des insectes pollinisateurs sauvages, puis ensuite de mesurer et suivre l'impact de ce déclin vis-à-vis du service de pollinisation. Donc, parmi les sous-actions de l'action
de cet axe. L'action 3, coordonner et alimenter les bases de données d'occurrence sur les insectes pollinisateurs sauvages. Là, il est prévu de réaliser ou compléter l'inventaire des insectes pollinisateurs sur les réservoirs de biodiversité avérés ou suspectés. Donc, ça concerne évidemment les espaces naturels protégés. L'action 4, développer des bases de données concernant les traits de vie des pollinisateurs sauvages, prévoit le développement de flore abeilles. Donc, il s'agit du recensement des relations de butinage abeilles-plantes, les données étant disponibles sur le site internet dédié de flore abeilles, donc géré par l'INRA. Et dans le cadre de cette action 4, il y a aussi une base de données sur les traits de vie des abeilles qui est en cours de réalisation. Donc, ce sera un outil très utile pour les espaces naturels protégés, donc pour affiner leur gestion. Donc, c'est en cours de finalisation. C'est David Genoux qui en a la charge pour le compte du GDR Pollineco. L'action 6, soutenir et développer des études scientifiques sur les pollinisateurs sauvages. C'est dans ce cadre que se situe la création du groupement de recherche Pollineco. Je pense que cela a déjà été rapidement présenté par Bertrand Schatz. Je vous rappelle quand même que le GDR est ouvert à vos questionnements scientifiques pour vous aider à trouver des réponses. Par ailleurs, vos territoires peuvent aussi constituer des zones ateliers scientifiques pour certains labos. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler en collaboration. Et puis, je remets une couche sur l'enquête portée par le GDR Pollineco sur les espaces naturels protégés. Donc, c'est important d'y répondre, même si vous faites partie d'un de ces espaces qui, pour l'instant, à part les papillons, bien souvent, n'a pas eu d'action sur les autres groupes taxonomiques. Cette action concerne aussi la problématique de la concurrence entre abeilles domestiques et abeilles sauvages. Donc là, je pense que les espaces naturels protégés peuvent très largement s'inspirer de la démarche du conservateur du littoral avec ses principes d'action et de gestion apicole qui vous seront présentés tout à l'heure par Pascal Cavalin. Et enfin, toujours sur cette action 6, la problématique ne concerne pas seulement la concurrence abeilles domestiques, abeilles sauvages. Je pense qu'elle doit être élargie, cette réflexion, à la problématique sous-espèce autochtone qui est Apis mellifera mellifera, qui est maintenue à bout de bras par quelques conservateurs de l'abeille noire, donc qui est le génotype donc de l'espèce sauvage en France. Voilà, donc il y a aussi une réflexion à avoir de ce côté-là, quand on parle simplement d'abeilles domestiques. L'axe 2 concerne le partage de la connaissance et la sensibilisation. L'objectif, c'est de sensibiliser et de former un large public, pouvant agir de façon significative en faveur de la préservation des pollinisateurs sauvages et des services écosystémiques qui sont liés à leur diversité. L'action 7 vise à développer la formation à la détermination et l'étude des pollinisateurs sauvages. Donc, il s'agit de pérenniser et d'étendre les formations professionnelles sur les abeilles sauvages, sur les papillons ou toute autre formation de ce type, ce qui se fait déjà de façon adaptée aux espaces naturels protégés dans le réseau CIRF, dans les formations de l'OFB, de l'OPI, d'Anthropologia et d'autres structures. Avec l'action 8, il s'agit de promouvoir les démarches visant à mieux faire connaître les pollinisateurs sauvages. Un volet important consiste à soutenir et à développer le programme de suivi photographique des insectes pollinisateurs, le SPIPOL, qui est porté par le Muséum et l'OPI, et d'en valoriser les résultats. Le programme vous sera présenté tout à l'heure dans la présentation de Colin Fontaine et de Mathieu de Flores. Et vous verrez qu'il y a vraiment une réelle opportunité de développer un volet dont peuvent bénéficier les espaces naturels protégés. Je me bornerai donc juste là à vous présenter ce graphique pour montrer la forte hausse des participants en 2020. Donc, c'est la courbe du bas qui a l'air quasiment plate, mais en fait, c'est dû à l'échelle, puisqu'on a atteint pas loin du demi-million de photos dans les collections. Donc ça, c'est une forte augmentation des participants qui est liée à l'arrivée de l'application pour smartphone, donc utilisable sur le terrain très, très, très facilement. Et donc je pense qu'il serait intéressant que les espaces naturels protégés incitent leurs visiteurs à spipoler sur leur territoire, évidemment dans le respect des règlements de la faune, de la flore et des habitats. Avec l'action 9 qui vise à former les futurs professionnels à l'étude et à la prise en compte des pollinisateurs sauvages.
on cherche à intégrer la problématique insectes pollinisateurs sauvages dans divers types d'enseignements, notamment de l'environnement, y compris les formations d'écologie appliquée, où parfois on ne parle pas de pollinisation, et dans les enseignements aussi du développement urbain et territorial. Donc là, les espaces naturels protégés y ont un rôle à jouer, notamment en accueillant des visites de terrain pour les étudiants et en accueillant aussi des stagiaires de ces formations. L'action 11 concerne le concours général agricole des pratiques agroécologiques. Donc il faut conforter et étendre l'animation à l'ensemble du territoire métropolitain. Certains espaces naturels protégés sont concernés, notamment par le volet prairie ou le volet parcours. Donc ça, c'est un outil qui marche bien en plus. Donc ce serait intéressant que les espaces naturels protégés s'y impliquent plus. L'action 12, développer des interactions et le travail en réseau des différents acteurs sur la thématique. C'est déjà bien en route avec les réseaux d'espaces naturels protégés, que ce soit par la mise en relation d'acteurs et d'animation d'échanges ou par la mutualisation d'outils techniques et pédagogiques. Ce séminaire en est une bonne preuve. Il faut évidemment poursuivre et étendre. Je vous rappelle que le site internet du Plan national d'action, qui n'a pas vocation à remplacer les outils déjà existants, joue un rôle de passerelle. Donc les espaces naturels protégés et leurs réseaux ne doivent pas hésiter à nous faire remonter des informations et des liens pour que les autres acteurs sachent ce que vous faites et puissent s'en inspirer. Et puis c'est aussi sur le site là que vous trouvez le lien avec les animateurs des déclinaisons régionales quand il y en a qui sont lancés sur votre région. Enfin, l'axe 3 concerne la promotion des pratiques vertueuses auprès des différents gestionnaires d'espace, ceci en impliquant un large public d'acteurs dans la modification de leurs pratiques qui impactent directement la diversité des pollinisateurs sauvages et le service de pollinisation. La gestion forestière est l'objet de l'action 15. Cette action rappelle l'importance du bois mort ou sénescent, en particulier sur pied, tout ce qui est chandelle, l'importance des floraisons vernales précoces, l'intérêt de préserver la strate herbacée du sous-bois, l'importance des ourlets lisières bien stratifiés, tant internes qu'externes, parce que les cirques sont certes en nombre d'espèces plus concernées par les milieux boisés que les abeilles, par exemple, mais ces milieux boisés peuvent, notamment pour les abeilles, jouer un rôle clé à certains moments de l'année, avec les floraisons vernales précoces, par exemple, ou pour certaines espèces qui sont vraiment des espèces typiquement forestières, même si elles sont peu nombreuses en proportion. Pour les espaces naturels protégés en secteur Natura 2000, même si leurs territoires ne sont pas directement concernés, il est intéressant de mobiliser des opérations favorables aux pollinisateurs sauvages sur les territoires limitrophes, notamment par les mesures agri-environnementales et climatiques, comme le préconise l'action 16. Et ça devrait devenir encore plus pertinent, puisqu'avec la prochaine PAC, alors ce ne sera pas à la panacée encore, malheureusement, mais ce sera tout de même nettement mieux qu'actuellement. On espère, en synergie avec le PNA messicole, obtenir des MEC intégrant des enjeux de biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire des MEC intéressantes à la fois pour les messicoles, les pollinisateurs, les auxiliaires, par exemple, qui seront plus faciles à mettre en œuvre, sachant que c'est toujours très compliqué de mettre en œuvre une MEC au niveau national et ensuite décliner au niveau régional. Ce PNA arrive dans sa dernière année, donc je vais vous dire quelques mots des perspectives. Les actions du PNA, donc transfert de pollinisateurs, avaient été rédigées en ayant à l'esprit que ce n'était pas en 5 ans que nous pourrions inverser la tendance, mais bien à moyen et long terme. Ce qui explique aussi que les actions soient assez larges, entre guillemets, pas aussi précises que dans d'autres PNA auxquels vous êtes certainement habitués. Mais donc, je tiens à vous rassurer, il y a une volonté affirmée depuis plusieurs mois de la part du ministère de la Transition écologique pour poursuivre toutes ces actions en les actualisant si nécessaire. Par ailleurs, vous savez qu'il y a un projet qui est entériné de dérogation pour les néonicotinoïdes sur la betterave. Donc, en contrepartie, le ministère de la Transition écologique travaille sur un plan gouvernemental pollinisateur qui reprendra les actions du PNA et concernera aussi l'apiculture. Donc, le ministère souhaite profiter de l'initiative européenne sur les pollinisateurs,
donc qui va inciter l'ensemble des États membres donc à bien plus s'impliquer dans leur conservation. Le ministère souhaite aussi donc profiter de la présidence française de l'Union européenne, ce qui lui permettra de peser plus sur les interdictions de pesticides, puisque la France, pour une fois, se manifeste par rapport aux autres en étant plutôt fer de lance dans la lutte contre les pesticides, même si au niveau national, voilà, il y a une petite contradiction. Et enfin, il y a aussi la révision de la politique agricole commune, avec en particulier l'écriture en cours du plan stratégique national. Donc voilà, donc il va ouvrir des perspectives aussi au niveau agricole et prise en compte de l'environnement un peu mieux que celle de la PAC précédente. Voilà, donc tout ça devrait permettre de donner plus d'ambition, d'envergure aux actions gouvernementales en faveur des pollinisateurs. Les actions du PNA français de pollinisation devraient donc être reconduites et utilisées dans un contexte, espérons-le, plus favorable. Donc affaire à suivre très prochainement. Pour terminer, je me permets de vous rappeler votre feuille de route. Et je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Serge, oui, c'est bien d'avoir fini par notre feuille de route en effet. Bon, alors pour les questions, comment ça marche en fait, hein? Vous pouvez en fait directement lever la main en fait, et à ce moment-là, moi je vous donne la parole et vous pouvez poser votre question, ou alors tout simplement aussi par le chat. Et là, c'est Laurent qui a l'œil sur ce chat et relayera un petit peu les questions. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas de main levée. Le temps que Laurent, tu regardes. Je vais te demander, Serge, au niveau animation de ce PNA, en fait, vous avez des moyens humains, en fait, comment ça se passe? Est-ce que donc vous appuyez des choses? Oui, il faut bien avoir conscience que le plan s'est mis en route à un moment où, comme aujourd'hui, mais c'était encore plus prégnant, il fallait bien comprendre que tout ce qui était financement, budget, etc., était à la réduction. Donc, en termes de moyens d'animation, bah, il y a moi qui intervient. Donc, on a un financement du ministère de la Transition écologique pour ça, qui couvre encore un poste complet. Donc après, voilà, il y a aussi une volonté de l'OPI de porter le plan. Mais voilà, pour parler franc, c'est clair qu'un poste et demi voilà, serait nécessaire pour vraiment pouvoir tout suivre et puis être présent à chaque fois qu'il y a besoin. Donc sinon, les autres financements, il faut chercher. Donc, depuis que l'OFB est bien en place, donc il y a des possibilités de financement via l'OFB. Il y a des possibilités de financement au niveau régional aussi. Il y a différentes régions qui ont lancé des appels à projets qui concernent les pollinisateurs. Alors parfois au début uniquement apiculture, puis après en les élargissant. Voilà, après par un petit appui très faible financier des DREAL, mais ça reste encore assez maigre dans beaucoup de régions. Mais il y a quelques régions voilà, qui développent des budgets, donc il y a des choses qui peuvent se mettre en place, en tout cas en certains endroits. D'accord. Laurent, je te laisse la parole pour le chat. Des questions à faire remonter? Oui, il y a deux questions qui sont remontées. Donc, une question de Guillaume Leroux. Y a-t-il possibilité de mobiliser des financements PNA pour des inventaires dans les réserves? Et quelle démarche à faire si c'est le cas? Il n'y a pas de financement direct par le PNA d'inventaire. Donc là, il faut soit passer, voir auprès des régions, des départements. Il y a après voir au niveau de RNF, il y a peut-être des sources de financement avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, qui a mobilisé. Il y a éventuellement, c'est pour ça aussi je parlais de l'intérêt de travailler avec des labos qui font partie du GDR Pollineco, c'est que certains, pour répondre à certains de leurs questionnements scientifiques, peuvent utiliser des espaces naturels protégés comme ateliers et avoir un besoin d'inventaire pour leurs études. Et donc, ça peut permettre d'avoir un inventaire
peut-être pas complet, mais en tout cas partiel, sur un espace naturel protégé par ce moyen-là. Donc après, il faut essayer de bidouiller au bon sens du terme pour trouver les financements et les moyens d'arriver à avoir un inventaire sur un espace. Et à ce sujet, Adrien pose la question de savoir s'il peut y avoir un appui de l'OPI sur le montage d'un programme régional. Ah ben moi, mon rôle en tant qu'animateur, et donc de l'OPI en tant que structure animatrice, c'est bien d'accompagner les porteurs de projets. Donc l'appui, il vient dans le sens de pouvoir dire, effectivement, le projet qui est porté s'intègre bien dans les attendus du plan national d'action, et donc ça facilite l'obtention de financement, enfin, tout est relatif, mais par exemple, si du coup ça permet d'obtenir 2 000, 3 000 euros de l'ADREAL, parfois c'est le premier apport qui va permettre de débloquer les autres financements par les autres partenaires. Donc voilà, si ça peut aider, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir qu'on le fera. Merci. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, Dominique. D'accord, ouais, je vois la remarque de Bertrand Schatz aussi, hein, de dire en effet qu'il y a bien des plans régionaux d'action qui se développent en région avec les DREAL, et donc en effet, il faut s'appuyer dessus, quoi. D'accord, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Serge pour ton intervention, pour ton introduction là, qui a bien lancé la session.